Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission de Tous à table. Une émission spéciale aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette émission, c'est un peu comme un anniversaire. En effet, c'est la 100e de Tous à table déjà. Ensuite, pour marquer cet événement, c'est la première fois que l'émission est enregistrée en public, sous la forme d'un plateau radio, dans un lieu que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Mais je vous entends déjà, vous allez me dire, mais pourquoi faire une émission spéciale? Pourquoi pour cette occasion, pour la 100e? Eh bien, je vais vous répondre que depuis le jeudi 9 septembre 2021 à 11h, pour la première émission de Tous à table consacrée à la tomate, il s'est passé plein de choses dans nos rendez-vous hebdomadaires. Il y a eu bien sûr des produits alimentaires que je vous ai présentés avec leur histoire, leurs bienfaits sur notre santé, leur manière d'être cuisinés et de finir en beauté dans vos assiettes, et ça dans 44 émissions. Mais il y a eu aussi de belles rencontres avec des personnes dont le métier est en lien avec l'alimentation, des personnes passionnées et passionnantes qui ont su partager leur parcours, leurs expériences, leurs goûts et leur métier. Tout ça autour de 36 interviews. Et j'ai également partagé avec vous des portraits de chefs de cuisine, des modes de consommation, des escapades gourmandes ou des événements ponctuels dans 19 émissions. Tous à table, c'est aussi pour chaque émission une pause musicale, avec à ce jour 100 titres diffusés. Et le plus souvent, j'ai essayé de vous présenter des artistes ou des groupes originaires de notre région. Et je ne vous ai jamais quitté, puisque même pendant les mois d'été, Tous à table était diffusé les jeudis et les samedis à 11h avec des rediffusions des meilleurs moments de chaque saison. Pour toutes ces raisons, j'avais envie de réaliser aujourd'hui une émission spéciale avec des invités, de la musique bien sûr, et de partager ce moment avec vous, chères auditrices et chers auditeurs de Graffiti. À tout seigneur, tout honneur, en effet, il est temps de vous dévoiler le lieu d'enregistrement de cette spéciale, si vous ne l'avez pas déjà trouvé sur les réseaux sociaux, et le nom de mon premier invité. Cet invité, vous l'avez déjà entendu dans l'émission Tous à table le 31 mars 2022. Nous sommes aujourd'hui à la Cave Nature de La Roche-sur-Yon, dans le quartier des Halles, en compagnie de Cédric Gilbert, qui a la gentillesse de nous accueillir pour ce plateau radio. Bonjour Cédric. Bonjour Frédéric, et bienvenue. Merci de nous accueillir dans ton établissement. Ça fait très plaisir parce qu'en plus tu n'as pas hésité une seconde dès qu'on a lancé l'idée de faire une émission spéciale pour cette 100e. Tu as tout de suite accepté et ça c'est très sympa. C'est normal, avec plaisir. Il y a quelques semaines, tu fêtais un anniversaire puisque tu as ouvert la Cave Nature le 16 novembre 2021, 2 ans déjà. Il s'est passé pas mal de choses pour toi. Mais d'abord, j'aimerais que tu expliques quel est le concept de la Cave Nature. La Cave Nature, c'est quoi ? Alors la Cave Nature, c'est une cave, c'est un groupe, c'est un petit groupe de 5 cavistes, uniquement sur l'Ouest, Pays de Loire, principalement Loire-Atlantique et puis moi après en Vendée. Qui propose une gamme de vins, spiritueux et bières uniquement en bio, biodynamie et nature. Et tu as plein de projets que tu as déjà mis en place pour certains, notamment celui d'un bar à vin qui est ouvert le soir, je crois. Exactement. Du mardi au vendredi soir, il y a un bar à vin en afterwork. Voilà. Et puis sur la journée aussi, les gens peuvent venir évidemment sur les horaires d'ouverture boire un verre. Et puis le vendredi soir, il y a des soirées à thème sur le bar à vin, des dictées nature, des quiz musicales et culture générale. Ouais, tout a un côté très très ludique autour du vin. Exactement, voilà. Convivial surtout. Et tu as mis en place aussi des dîners œnologiques en partenariat avec des restaurateurs. Tu peux nous en expliquer un petit peu l'objet ? Oui. Alors les dîners œnologiques, ça se passe alors actuellement c'est avec 2 restaurateurs, le Petit Marais et le Carreau à La Roche-sur-Yon, dans le quartier des Halles.
Donc c'est des voisins. Et du coup, le dîner œnologique, en fait, moi, je sélectionne un vigneron qui vient sur place le jour du dîner pour présenter ses vins. On sélectionne 5 cuvées et avec le chef du restaurant ou la chef, on échange sur les accords qui peuvent être mis en place. Et on élabore, du coup, ils élaborent parce que un menu en 5 mets autour des 5 verres de vin qu'on aura choisis. Et voilà. Et tu fais aussi des ateliers ici à la Cave Nature. Oui, donc les ateliers, c'est sur place, c'est à la Cave Nature. Donc là, c'est autour d'un thème d'œnologie. Alors ça peut être un vignoble, des cépages ou des spiritueux aussi. Et du coup, je fais un petit cours avec des petits jeux œnoludiques, dégustation à l'aveugle et puis des petits accords en plus. Encore le jeu qui revient, t'es un joueur? Oui, pas mal. Bah oui, il y a des jeux de société même qui sont disponibles à la cave. C'est peut-être pas un hasard que j'ai repris le local où il y avait un bar à jeux avant. Quel souvenir tu gardes de ton passage dans l'émission Tous à table? C'était dans mes débuts, donc c'était plutôt stressant au début. Je savais pas à quoi m'attendre, mais finalement c'était très intéressant parce que ça m'a permis de parler de mon projet, de ce que j'avais mis en place, puisque c'était quand même quelques mois après l'ouverture. Et puis de se faire connaître aussi. Il y en a qui m'ont parlé de l'émission, donc c'était intéressant. Et puis surtout, c'était de façon très agréable, vraiment une discussion entre deux personnes. Donc c'était ça qui était sympa, qui mettait à l'aise. D'ailleurs, souviens-toi, tu nous avais expliqué ton changement de métier en troquant la blouse blanche de technicien de laboratoire pour le tablier de caviste. Aucun regret ? Ah, aucun regret. Non, ça, jamais. Quelle a été l'évolution depuis ces 2 années de la Cave Nature ? Alors, la première année, faut être honnête, c'était un petit peu compliqué parce que il y avait les travaux de la place des Halles, donc le flux dans la rue était très faible. Donc, il a fallu aller chercher les clients, il a fallu se faire connaître. Puis après, au bout d'1 an, en fait, il y a vraiment la communication qui a vraiment fonctionné, c'est le bouche à oreille. Et ça s'est mis à progresser. Et là, ça fait 1 an où je vois une progression permanente et j'ai que des super retours de les clients. Donc ça fait vraiment plaisir de voir les choses qu'on a mis en place aboutir et plaire, quoi. C'est ça qui est bien. On arrive bientôt à la période des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Je crois que tu proposes des coffrets, des chèques cadeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Oui, alors du coup, il y aura les gens peuvent avoir des bons cadeaux. Alors évidemment, il y a des bons cadeaux monétaires pour ceux qui veulent acheter du vin. Mais aussi, il y a des bons cadeaux justement pour les ateliers, les dîners œnologiques. Et puis après, oui, je vais mettre en place la semaine prochaine des coffrets évidemment de vin, mais aussi j'ai un petit peu d'épicerie, donc il y aura plusieurs types de coffrets bière aussi pour faire découvrir les micro-brasseries avec qui je travaille, et puis voilà, c'est pour que les gens aient des idées, puis après on peut les faire sur mesure, les coffrets aussi, c'est ça qui est bien. Les micro-brasseries, c'est du local, c'est du vendéen ? Il y a un peu de tout, il y en a une locale, le but c'était aussi de proposer des choses un peu différentes qu'on peut voir. Donc il y en a une locale, les Coureurs de Lune, et puis après il y en a une nantaise, la Divat, et ensuite il y en a 2 Normandie, il y en a du côté de Narbonne, et il y en a du côté de Saint-Brévin-les-Pins aussi, il y en a plusieurs, donc un peu de toutes les régions. Et comme on est un petit peu chauvin quand on est vendéen, les vins nature vendéens, alors qu'est-ce que tu proposes ? Alors, en vin nature, précisément en méthode nature, oui, vendéen, ce sera les vins de Jean-Marc Tard, domaine des Jumeaux, voilà. Et puis sinon, après, je propose d'autres vendéens qui sont en bio et biodynamie, notamment domaine de la Barbinière, Vincent Orion, sur Chantenay, et puis Jérémy Mourat sur sa gamme bio, sur Mareuil. Quels sont les projets à venir pour la Cave Nature ? Alors déjà de continuer sur la lancée, de continuer à évoluer, et puis surtout, c'est vraiment continuer, concrétiser les choses,
Déjà, il y a des choses, tout ce qui est atelier, dîner, qui vraiment là sont bien ancrés, ça fonctionne bien. Je suis régulièrement obligé de rajouter des dates parce que donc ça c'est vraiment bien ancré. La cave, ça va très très vite aussi. Peut-être dynamiser un peu le bar à vin aussi pour proposer autre chose, d'autres offres sur le bar à vin, peut-être plus axé sur l'œnologie aussi sur d'autres soirs, on verra. Tu parlais de rajouter des dates pour les ateliers, que ce soit les ateliers œnologiques ou les dîners autour du vin. Comment on fait pour trouver les dates? Comment on fait pour réserver? Alors, on peut aller sur le site de lacavenature.com. Ensuite, comme on est 5 cavistes, il faut sélectionner La Roche-sur-Yon. Et puis les événements de La Roche-sur-Yon. Et là, il y a tout le programme qui est disponible. Sinon, on peut venir ici. Venir ici, puis sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, de La Cave Nature La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup Cédric pour ton accueil dans tes locaux de La Cave Nature. Avec plaisir. Et pour les quelques instants que tu nous as consacrés dans l'émission. On va marquer une première pause musicale en compagnie du groupe vendéen Dynamite Shakers, originaire de Saint-Hilaire-de-Riez. Il nous propose un rock garage aux influences 60s. Dynamite Shakers dans la 100e émission spéciale de Tous à table.
Tous à table ? Bien manger, c'est important. Tous à table, la 100e, donc une émission spéciale aujourd'hui. J'ai le plaisir, l'honneur et le privilège d'avoir un deuxième invité de choix. Je suis très heureux d'accueillir un chef de cuisine qui fait rayonner la gastronomie lyonnaise. En effet, il est le premier chef de La Roche-sur-Yon à obtenir un macaron au célèbre guide Michelin. Et ce chef, c'est Nathan Crétenay du restaurant Les Reflets, dans le quartier de Saint-André-d'Ornay. Bonjour Nathan. Bonjour toi, comment ça va ? Ça va super bien, je suis très heureux de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation qui me tient vraiment à cœur. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans l'émission, on s'était croisés, on s'était dit on la fera. Et là pour la 100e, c'est vraiment un très beau cadeau. Alors depuis que tu as ouvert ton restaurant Les Reflets à La Roche-sur-Yon en 2018, il s'est passé plein de belles choses pour toi et notamment des récompenses. En 2019 déjà, tu as eu le trophée du jeune talent de Goemio. Et en 2021, tu as eu un bib gourmand au guide Michelin. Mais j'aimerais commencer avec une date, si tu veux bien, Nathan. Le 6 mars 2023. Qu'est-ce que cette date t'évoque ? Un parcours de l'autre côté de la France, c'est à 1000 bornes pour aller jusqu'à Strasbourg, ville que j'avais jamais visitée. Donc c'était une belle occasion de découvrir cette jolie ville. Et puis un super moment en fait, pas mal de suspense. Quand on voit notre nom, les reflets sur le tableau, sur l'affichage avec une étoile, beaucoup de plaisir et du bonheur, quoi, tout simplement. Ouais, tu as fait la route avec Solène, ta compagne, pour aller à cette cérémonie du guide Michelin. Et tu avais été prévenu, je crois, juste une semaine avant, mais tu ne savais pas réellement ce que tu allais avoir. En fait, la semaine avant, on était en congé, puis le lundi matin, on était à prendre le petit-déj dans un café, le téléphone sonne. Alors très sincèrement, je réponds quasiment jamais à mon téléphone parce que j'ai les mains à faire autre chose. Puis Solène me dit vas-y, réponds pour une fois que tu es dispo. Et l'autre bout, c'était quelqu'un de la direction du guide Michelin qui nous conviait à la cérémonie qui avait lieu la semaine d'après à Strasbourg. Alors ça sentait plutôt bon, on était tous les deux invités. Il nous a dit de ne pas en parler autour de nous, de garder ça assez discret, puis en même temps on s'est dit ça peut être juste un prix autre ou ça peut être juste une mise en lumière pour autre chose, donc on s'est dit pas d'enflammade, on garde ça plutôt cool et c'est vrai que les 1000 bornes on avait quand même le temps un petit peu de dire et si c'est ça et ainsi de suite, donc c'était franchement même un joli trajet à vivre et un beau moment à vivre. C'est vrai que parmi tous les récompenses qu'on a eues, l'étoile, c'est quand même un petit peu à part, ouais. C'est une consécration. Et quelle était l'ambiance dans la voiture au retour ? Quel a été ton sentiment ? Après la cérémonie, il y a un pot avec tous les chefs et c'est vrai qu'on avait le retour à faire en voiture. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait un petit peu les grèves, donc il n'y avait pas de train, pas d'avion, donc il fallait quand même prévoir le retour. L'ambiance dans la voiture, c'était quand même euphorique, mais il fallait aussi gérer ça. Parce que le téléphone sonnait sans arrêt, beaucoup de demandes, beaucoup de félicitations et de sollicitations. Donc il y avait aussi ce besoin de bien le gérer pour le restaurant, pour nous, de ne pas non plus se laisser dépasser ou surpasser par quelque chose qui félicite le restaurant mais qui ne définit pas le restaurant. C'est-à-dire que c'est avant tout un restaurant qui est étoilé et pas un restaurant étoilé qui est notre étoile, enfin notre restaurant. C'est du détail, mais on s'est dit, faut pas que ça dépasse ce qu'on fait au restaurant, mais c'est quelque chose qui est complémentaire, quoi. Donc il y avait pas mal de raisons gardées pour pouvoir continuer à travailler et puis pas se laisser un petit peu dépasser par tout ça. Dans la tête de Nathan, enfant, au Pays de Galles, il y avait des rêves ? Ouais, mais pas du tout de la cuisine. C'était des métiers plutôt architecture qui m'intéressaient à l'époque. Après la vie, les expériences quand on est jeune m'a amené dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration. Et puis il y avait cette envie de voyage, cette ouverture sur plein de choses qui existent dans l'hôtellerie-restauration, qui m'a amené vers un bac à La Roche. Et en fait, c'est de fil en aiguille où la cuisine m'a pris plus que moi qui avais envie de faire de la cuisine, quoi.
Et d'ailleurs, tu as fait un parcours, tu as fait un petit peu le tour du monde, entre guillemets. Tu as eu Miami, le Brésil, avant de revenir après en France. Tu peux nous expliquer un peu ton parcours de cuisinier ? Alors, parcours de cuisinier, comme je dis, à la base, c'était pas forcément le métier que je voulais faire. Donc, le jour où je me suis dit, si c'est ça que je vais faire, j'avais en tête de le faire bien. C'est-à-dire, si je le fais, il faut que je le pousse assez loin. Les voyages, c'était autant professionnel que personnel pour l'ouverture d'esprit. Alors, j'étais jeune à l'époque, j'avais 18-20 ans, donc on n'a pas encore forcément une grande ouverture d'esprit, beaucoup de connaissances. Alors, j'ai grandi au Pays de Galles, comme tu dis, donc quand on voyage, déjà souvent, moi, ça m'a fait du bien. L'ouverture vers les autres, voir des choses différentes, se mettre un petit peu en danger. Et le Brésil et Miami, c'était ça. C'était d'aller voir autre chose, voir d'autres manières de travailler, de voir d'autres manières de vivre aussi. Culinairement, est-ce que ça m'a appris beaucoup de choses ? Peut-être moins que dans des palaces à Paris. Mais dans mon esprit, l'ouverture et la manière de voir les choses, ça m'a permis d'avoir une vision et un équilibre beaucoup plus large et plus certaine. Tu parlais d'architecture, mais quelque part, quand tu réalises une recette, quand tu conçois la recette, quand tu la prépares, quand tu fais le dressage, il y a un côté architecte dans ce que tu fais ? Il y a vraiment le côté un petit peu technicien de les matières, comment on peut les travailler, comment on peut les superposer. Il y a peut-être moins de réflexion, du moins la manière dont je travaille actuellement, il y a moins de temps de poser les plans, poser les structures. Et ça c'est beaucoup plus en tête en fait, ça se fait un petit peu plus en direct. Mais il y a quand même une construction qui doit être posée sur des bases, avec ensuite des choses qui vont arriver par-dessus. Et l'idée à la fin, c'est que tout tienne et puis que oui, on a un édifice qui soit joli, bon et puis fonctionnel. Ouais. Oui, parce que l'œil, ça compte beaucoup également quand on va dans un restaurant. L'arrivée de l'assiette, c'est un moment magique. C'est secondaire au goût. Maintenant, ce que j'aime bien dire, c'est que même si le visuel est secondaire, ça peut être quand même très important. Tu as parlé au journal de l'hôtellerie d'une gastronomie accessible et décomplexée. Ça veut dire quoi ? La gastronomie décomplexée, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça il y a quelques temps, qui me dit chez vous c'est cool parce qu'on mange très bien, on est très bien reçu, mais il y a un côté décontracté, décomplexé, et où on se sent à l'aise, on se sent chez soi. Et c'est vraiment quelque chose, avec Solène et moi, on voulait mettre en place pour le rendre accessible. Alors, il y a aussi le côté financier, on est conscient qu'on n'est pas le restaurant le moins cher. Maintenant, par les produits, par le nombre de couverts qu'on peut recevoir, l'idée c'est d'avoir, j'utilise souvent le mot équilibre, mais un équilibre pour tout le monde, qui a un rapport qualité-prix qui soit très très bon, mais que ça soit surtout accessible sur le plan, on va dire, plutôt culturel. On a parfois peur d'aller dans un restaurant gastronomique, si on met vraiment ce terme-là, ou dans un restaurant étoilé, si on n'a jamais fait, parce qu'en fait on ne connaît pas. Prends le truc du voyage, quand on voyage, on découvre des nouvelles choses, mais l'humain a tendance à pas aller vers les nouveautés, vers les découvertes, vers les choses qu'on ne connaît pas. Et on voulait vraiment rendre l'expérience de repas chez nous accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont jamais fait l'étoilé, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller passer du temps au restaurant, pour qu'on puisse arriver chez nous, mettre les pieds sous la table et de comprendre l'acheminement qu'on veut proposer, et qu'on ait l'habitude de faire des 1, 2, 3 étoiles, où on n'est jamais allé dans un restaurant de qualité, on puisse juste arriver et dire, en fait, j'ai compris le moment et j'ai passé un super moment. Ouais. Tu parlais de mettre les pieds sous la table. Alors on imagine qu'on arrive, on met les pieds sous la table au reflet. Comment tu définis ta cuisine ? Lisible, équilibré. Voilà, c'est les deux mots le plus important, je pense, sur la cuisine. Et quand même gourmande. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une cuisine où il y a juste une cuillerée de chaque chose. Ce que je veux lors des dégustations des plats, je parle souvent qu'il faut qu'il y ait au moins 3-4 bouchées par pièce. Et il faut qu'à la première bouchée, on puisse comprendre ce que j'essaye de proposer. Donc que ça soit pas trop compliqué. Alors, et dans l'explication et dans la mise en physique de la pièce, à la deuxième bouchée, on puisse dire j'aime ou j'aime pas. Alors ça, je maîtrise pas à 100%. Et quelqu'un qui n'aime pas parce qu'il n'aime pas ce produit-là, ok, c'est comme ça. Alors, on a un menu de dégustation, donc quelqu'un qui me dit moi je supporte pas le chocolat, on fait autre chose dès le début.
Mais quelqu'un qui n'aime pas le chocolat, je ne conçois pas pouvoir lui faire aimer le chocolat. Mais dans la première bouchée de comprendre, à la deuxième d'aimer, et ensuite à partir de là de juste se faire plaisir en fait. Tu disais aimer ou ne pas aimer. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes par-dessus tout au niveau de la cuisine et des choses que tu n'aimes pas ? Ce que j'aime par-dessus tout, je pense que c'est la simplicité. En fait, un bon pain avec un bon fromage, c'est top. Après, j'adore aussi des choses très techniques ou sur des cuissons très précises pour avoir des textures hyper intéressantes. J'ai encore des rééquilibres, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'une bonne pizza, ça peut être bien si la pâte est bien faite, les garnitures sont de qualité, c'est à la bonne température, c'est déjà top. Ce que j'aime moins, ça va être des choses de qualité, on va dire, coupées. C'est-à-dire que quand on va voir quelque chose où très clairement ça a été mal fait ou pas fait avec soin, où là pour le coup ça peut être une viande de qualité juste mal travaillée ou mal assaisonnée ou présentée avec zéro soin, là ça m'intéresse moins, ou des produits qui sont vraiment de qualité médiocre. Est-ce que d'après toi la clé de la réussite en cuisine passe par le respect des bons produits et le respect des bons producteurs ? Je pense qu'aujourd'hui, alors là, je ne sais pas si on peut parler de réussite, mais dans tous les cas, le bon produit, c'est vraiment la base. Un bon produit nécessite moins de travail ou moins de transformation. De toute façon, il suffit de regarder. Quand on a d'excellents produits, on montre le produit brut et puis on le travaille assez simplement. Quand on a des produits moins bons, on est obligé de le transformer, voire le ultra transformer. Et là, on sait que c'est beaucoup moins intéressant et moins bon. Et ensuite, les bons producteurs, parce que plus on a des circuits courts, plus on a une maîtrise sur ce qu'on mange, plus les personnes qui le font seront rémunérées correctement. C'est important. Et le respect de tout ça, souvent, rapporte une qualité encore meilleure parce qu'on rentre dans le relationnel. Et le relationnel avec un fournisseur donne envie de créer des projets, d'aller plus loin, de dire quel est le calibre qu'il te faut, comment on peut l'acheminer pour l'avoir encore plus frais. Donc je pense que cette relation-là et ensuite le sourçage de bons produits, c'est vraiment la base. Et encore une fois, que ce soit pour un restaurant comme chez nous ou pour le repas du dimanche, c'est pareil, c'est exactement pareil. Avec Solène, vous accueillez les convives dans votre restaurant, une petite capacité de 12 couverts, et c'est presque comme si tu recevais les clients à la maison. Comment tu définirais ce concept ? C'est ça, absolument. On reçoit 12 couverts ou 5 tables, donc ça explique parfois la difficulté d'avoir une place chez nous. C'est pas la volonté de faire peu, mais la capacité tout simplement. 5 tables, 12 couverts, que ce soit en termes de production, accueil, service, ce qui nous permet d'équilibrer l'entreprise bien sûr, parce qu'il faut être là pour pouvoir travailler, mais aussi pour pouvoir avoir le temps qu'il faut pour chaque personne. Et ensuite, le recevoir comme chez nous, c'est un peu ça. On a même une salle directement dans la cuisine où il y a une table. Et l'idée, c'est juste d'être naturel, de recevoir des gens qui ont envie de passer un bon moment chez nous, nous qui avons envie de passer un bon moment avec eux et dans notre travail. Ça reste quand même une profession. Donc, chaleur, empathie et puis sincérité, je pense, c'est ce qui couvre bien. Et cette fameuse table, la table du chef, elle doit être prise d'assaut par les clients. C'était une espèce de parti pris qu'on avait fait au début. Les murs permettaient de le faire, permettaient une belle utilisation de l'espace. J'avais envie d'enlever ce côté cuisine-salle pour avoir quelque chose qui soit un peu flou entre les deux. Et la table du chef, c'était une jolie manière de le faire. On ne savait pas si ça allait marcher, on ne savait pas même réellement si c'était possible en fait, si on pouvait faire quelque chose comme ça. Si les gens allaient vouloir aussi être face à une cuisine pendant un repas chez nous, à l'époque de l'ouverture, mais aujourd'hui un repas chez nous c'est 3h, 3h30 quand même, donc de passer cet espace-là. Et aujourd'hui, oui, c'est pris, je crois que c'est à plus de 90% des services, c'est pris. Je crois qu'il y a une fois tous les 15 jours, 3 semaines où la table est libre parce qu'on est complet de l'autre côté. Et les gens sont surpris du calme et de la tranquillité en cuisine. Il n'y a pas le côté feu, il n'y a pas le côté où les casseroles volent, mais la sérénité et puis la tranquillité qui sont des marqueurs pour nous pour bien recevoir.
Il y a une tradition dans cette émission Tous à table. Quand j'ai la chance en plus d'avoir un chef comme toi en face de moi, je vais pas y rater, je vais pas y louper. C'est partager une petite recette avec les auditrices et les auditeurs de Graffiti. Alors c'est pas forcément une recette que tu fais au restaurant, ça peut être une recette que tu fais à la maison quand tu as envie d'accueillir des amis. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Moi, ce serait le risotto, je pense. Recette gourmande de base, duplicable et on va dire assaisonnable à toute manière. On peut le faire avec des produits quand on va acheter juste pour ça, comme on peut mettre un petit peu les restes du frigo ou les restes du repas un peu dedans pour l'assaisonner. Et c'est très simple, il faut juste un bon riz à risotto, donc je dis l'arborio, pourquoi pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des bouillons hyper complexes, même si c'est bien d'avoir un bouillon de légumes ou quelque chose comme ça, mais juste une eau avec une gousse d'ail, un petit peu de laurier, un peu de thym. On va nacrer le riz avec un petit peu de beurre, de l'échalote si on l'a, mais si on ne l'a vraiment pas et que c'est le dimanche soir, c'est pas grave. Et ensuite, on va arroser avec cette eau chaude, juste infusée avec un petit peu d'herbe. Et on va cuire le riz tout doucement comme ça. On va toujours rajouter un tout petit peu d'eau au fur et à mesure, on va remuer. Et quand on a un riz qui est juste encore un tout petit peu fondant sous la dent, mais pas croquant, là on va rajouter un petit peu d'eau. Alors on peut crémer un tout petit peu, c'est encore plus gourmand. Et surtout on va finir avec un fromage plutôt parmesan, mais avec des bons comtés, des vieux comtés. Ça marche super bien aussi. Et là on va râper, on va mélanger. Alors la gourmandise, moi je mets du fromage à excès, mais après on peut rajouter ce qu'on veut dedans. Ça peut être des champignons, ça peut être des légumes, ça peut être je sais pas, là actuellement c'est la saison des Saint-Jacques, on peut faire sauter des Saint-Jacques avec à côté, des herbes, des épices, tout marche dedans. Et quand on fait à manger, quand on reçoit, alors il faut avoir la casserole ou le poêle qui va avec, mais c'est aussi simple à faire pour 4 que pour 10, donc vraiment la recette de plaisir. Tu acceptes de me la confier, cette recette, pour que je la mette sur le site internet de la radio ? Fais-toi plaisir, c'est pour tout le monde. Super, ça marche. Comment tu envisages ton avenir ? Je ne l'envisage pas vraiment en fait. Je fais jamais de plan très très loin et je me concentre toujours sur l'actuel et le futur, on va dire à 2-3 ans. Enfin, parce que surtout les 5 dernières années, on se rend compte que on a beau faire des plans et puis il se passe plein de choses. Et j'aime bien absorber ce qui se passe actuellement pour prendre des décisions et pas forcément avoir une réflexion vraiment figée où je me dis c'est le plan et puis il ne faut pas bouger du plan. Après, on continue à miser sur la qualité au reflet. C'est vraiment ce qui nous a permis d'arriver là où on va. L'histoire, en fait, on ne la connaît pas. On connaît ce qui est passé, mais on ne connaît pas ce qui va venir. Et c'est très bien ainsi. Donc on continue sur la qualité, on continue à échanger, discuter avec nos clients pour voir où ils nous attendent aussi, ce qu'ils veulent. On a beaucoup de clients qui viennent et qui reviennent, qui est un super marqueur pour nous. Donc on continue là-dessus, il y a encore plein de choses que je veux faire découvrir. Le petit cadeau que je t'ai amené de vinaigre, c'est quelque chose que je développe aussi à côté sur du vinaigre balsamique réalisé avec des produits de la région uniquement, donc à base de pommes. Donc on travaille là-dessus aussi, donc je pense encore des années où il y a du boulot, où je ne vais pas m'ennuyer, et puis et tous les jours, il manquera toujours 2-3 heures pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Ouais. Tu m'étonnes. Et tu es ouvert au niveau du restaurant comment ? Alors, on est ouvert les soirs, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi, et puis le dimanche midi. Et pour les réservations, qui parfois un petit peu le point de critique chez nous, c'est de ne pas toujours avoir de place. On ouvre généralement le début du mois pour le mois qui suivra ce mois-là. Donc là, on ouvre par exemple début décembre pour le mois de janvier, ce qui permet, alors il n'y a pas plus de place, mais que chacun soit pas obligé de prévoir 4-5 mois en avance sa table. Et après, par Internet ou par téléphone, ça marche très bien. Et c'est plein tout le temps. Alors il n'y a pas de bois là, donc je vais pas toucher du bois, mais on a la chance depuis assez longtemps de travailler à guichet fermé, ce qui est vraiment pour nous partie de la recette pour pouvoir travailler comme on travaille, de proposer de la qualité, c'est de pouvoir prévoir sur la semaine l'ensemble des convives, parce qu'on sait que chaque soir on a tant de tables de ci, tant de tables de ça, et ça nous permet de travailler en sérénité et de prévoir les quantités justes. Ouais. Et le site internet tient le choc là maintenant pour les réservations ?
Ça a pris une claque juste après l'étoile, mais là maintenant lors de mise en ligne des réservations, il y a toujours les quelques minutes suivantes. On met en ligne à midi, il y a toujours les quelques minutes où parfois là, ça peut ramer un tout petit peu, mais après ça roule. Ouais. Super, il me reste à te souhaiter plein de belles choses pour la suite de ton aventure avec les reflets. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à toi et puis félicitations pour la 100e. Ouais, super, merci. Nouvelle pause musicale dans cette émission avec le jeune chanteur originaire de Landeronde, Terrier, qui surfe sur la musique urbaine, rock, mais aussi slam punk, avec des textes aux accents de voyage sentimentaux. On se guette, il est 4 heures. Mes mains se moitent de ta chaleur. Alors reste encore un peu. Le bandit grandit pendant l'état d'ivresse. On traîne à se plaire comme ces enfants qui bavent un peu en s'embrassant. On se maladroite de regards fuyants. Le bandit grandit quand la proie est faible. Y'a bien une place qui traîne pour baiser, dormir à deux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une plage chez tes vieux, y déposer mes vœux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Trop tendu, on recrée les plis du canapé. Voyeur de nuit, je suis à tes pieds. On s'enlouche enfin pour s'attaquer. Le bandit poliment-il quand il obtient tes fesses. On reste tous deux éveillés là. Si tard la nuit se couche puis on aboie. Sous le plaid, des milliers de soldats se dresseront au contact de tes doigts. Y'a bien une place qui traîne pour baiser, dormir à deux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une plage chez tes vieux, y déposer mes vœux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une place qui traîne pour baiser, dormir à deux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une plage chez tes vieux, y déposer mes vœux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une place qui traîne pour baiser, dormir à deux. Ou dormir à deux. Oh, tu es trop belle, tu es trop crème. Un petit dessert pour le gars mauvais. Tu es de celle qui le lendemain se resserre 3 fois pour ne pas regretter ce coup d'hier. Tu m'en appelles, trop mon refrain. Et remets la lumière, monte les dents jaunes. Tu m'en appelles, prends-moi par le col. Et tiens-moi la veste, plaque-moi au sol. Brûle-moi les yeux. Brûle-moi les yeux. Brûle-moi les yeux. Y'a bien une place qui traîne pour baiser, dormir à deux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une plage chez tes vieux, y déposer mes vœux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une place qui traîne pour baiser, dormir à deux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Y'a bien une plage chez tes vieux, y déposer mes vœux. Ou dormir à deux. Tu m'engraines. Des textes qui déménagent avec Terrier, ce jeune chanteur vendéen. Que désires-tu, beau guerrier? Manger. On va continuer à parler de bouffe dans cette émission Tous à table, mais un peu de façon particulière. Mon dernier invité pour cette spéciale est un homme de radio, un homme de communication et une voix que vous connaissez. Depuis octobre 2012, Lionel Bernard dirige l'association Graffiti et vous permet de profiter des bonnes ondes de notre radio.
Il était important pour moi de l'accueillir aujourd'hui, car je vais vous faire un aveu, allez, un petit secret. Si cette émission Tous à table existe, c'est bien grâce à lui. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et surtout merci d'avoir lancé cette idée folle d'organiser un plateau radio en extérieur, en public pour cette 100e. On partage l'idée, je pense. Elle n'est pas que de moi et je suis très content d'être ici. D'abord, j'aimerais savoir un peu qui tu es et d'où tu viens, parce que je pense que toutes celles et ceux qui écoutent Graffiti entendent ta voix dans des émissions, mais ne savent pas qui tu es. C'est un exercice difficile. Donc, je suis le directeur de l'association Graffiti depuis octobre 2012. Je traînais déjà dans les couloirs de la radio avant. J'y suis depuis septembre 2004. J'étais bénévole avant pendant pas mal d'années. Et à l'époque, en parallèle, je travaillais pour un magasin de musique à La Roche-sur-Yon. Voilà. Je suis originaire de Vendée. De Sainte-Flève-des-Loups, pour être plus précis, et je suis lyonnais depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et comment tu as atterri dans la musique et dans la radio ? J'ai toujours eu une passion pour la musique et la radio. Je crois que depuis que j'ai 10 ans, je m'endors avec la radio. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à m'endormir sans la radio, si tu veux tes confidences. Voilà, j'ai toujours adoré la radio, j'ai toujours trouvé ça magique. Et dès que j'ai pu, effectivement, j'ai poussé les portes d'une radio, et c'est possible avec les radios associatives. Et donc, je suis arrivé à Graffiti, parce que j'écoutais Graffiti, et un jour, j'ai rencontré un bénévole de Graffiti qui m'a dit « mais viens ». Et c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Voilà. Donc la radio, la musique, c'est quand même deux domaines assez proches. Voilà, mais j'ai toujours adoré la radio. Alors autant la radio pour la découverte de la musique, parce que moi à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux qu'on avait aujourd'hui, donc je découvrais la musique par la radio. Et j'ai toujours aussi aimé la radio pour les voix, pour les histoires, pour les émissions. Comme je le disais, c'est grâce à toi que cette émission Tous à table a vu le jour. Alors on va faire un petit flashback, si tu veux bien, à l'été 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cette émission est née ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Si tu as des souvenirs, bien sûr. Alors je me souviens, parce qu'effectivement dans le cadre de mon travail, c'est moi qui rencontre les bénévoles. Et je me souviens tout à fait de la discussion qu'on a eue à la radio. Tu me demandais quels étaient les besoins à la radio, quelle émission il n'y avait pas. Et tu m'as parlé de ton parcours, parce que on n'a pas parlé, mais on pourrait aussi parler de ton parcours. Et en entendant parler de ton parcours, je me suis dit, mais il manque une émission sur l'alimentation à Graffiti. Voilà. Et je pense que tu as attrapé le sujet au vol, et on est là aujourd'hui. Voilà. Je suis très content. Je suis très content parce qu'effectivement, il y avait pas. Et puis, tu as su vraiment créer ton émission. C'est une émission qui est chouette à écouter, qui met en avant aussi tous les acteurs, alors j'ai pas vraiment le mot, mais j'appelle ça artisans de bouche, qui vont regrouper autant les cavistes que les restaurateurs, que les chefs, que les producteurs. Voilà. Puis Tous à table, il y a aussi des fois les émissions plutôt sur une thématique aussi. Voilà. Donc je suis très content que cette émission fasse partie de Graffiti aujourd'hui et de fêter sa 100e aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu co-animes avec l'abeille et Seb l'émission Steak Patate depuis une dizaine d'années. C'est ça. Et sans aucune connotation péjorative de ma part, la bouffe n'est jamais très loin. Quel rapport tu as avec la nourriture ? Alors, j'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup la nourriture. Mais j'aime aussi beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, c'est un petit peu mon échappatoire. Après, steak patate, alors même si c'est un nom de plat, on n'y parle pas que nourriture. Même si j'y chronique régulièrement du fromage ou de la bière et qu'on a Seb pour les chroniques vin. Mais c'est quand même une émission aussi avec une part pour la musique. Et voilà. Donc, mais la nourriture, je sais pas, ça a toujours été là. Mais le fait de cuisiner aussi, je pense que c'est un moment où, pour le coup, je laisse mon téléphone, je décroche pas si on m'appelle quand je suis en cuisine, et c'est une petite bulle, ouais. Et justement, tu parlais de tablier, de cuisine. Qu'est-ce que tu aimes faire à la maison comme plat ? J'aime faire des
plats, alors je suis plutôt sur de la cuisine traditionnelle, mais j'aime bien quand ça mijote. Voilà. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir des parents qui ont un grand jardin, un papa qui adore jardiner. Ça a toujours beaucoup cuisiné dans la famille, mais qui élève aussi, voilà. Enfin, j'aime bien aussi aller du début, c'est-à-dire aller chercher, je sais pas moi, le poulet ou le morceau de viande, mais directement chez le producteur, de voir, je sais pas moi, où la vache a vécu, où elle a été élevée, et ensuite de cuisiner et d'aller jusqu'au plat. Je trouve ça important de vraiment avoir toute l'histoire des aliments qu'on a dans nos assiettes. Ouais. Et je sais pas moi, qu'est-ce que j'aime cuisiner, qu'est-ce que j'ai cuisiné récemment. J'aime bien, par exemple, je sais pas moi, ça peut être un hachis parmentier, mais fait avec en prenant un morceau de bœuf qui va mijoter pendant 3 heures, que je vais hacher, dans lequel je vais mélanger ensuite avec des échalotes, un peu de tomates et rajouter une purée maison par-dessus. Enfin voilà, je trouve ça très très bon. Ouais. Super, on n'a plus qu'à passer à table, presque. Pas de souci, pas aujourd'hui, mais ça fait déjà un petit moment que j'ai faim là, en écoutant ton émission. Ah ben depuis Nathan, oui, moi aussi. Ouais, voilà. Alors la barre est un peu moins haute, je suis désolé. Mais... Tu fermes les yeux, tu reviens à ton enfance et d'un seul coup, paf, tu me balances un plat. Alors... il y a toujours eu du lapin dans la famille. Et c'est vrai que j'ai souvent mangé du lapin, mais par contre j'ai jamais réussi à en manger ailleurs. Mais il y a beaucoup de familles vendéennes qui ont quelques clapiers au fond des jardins et qui élèvent des lapins. Et c'est vrai que c'est un plat c'est une viande que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on entend peu parler. Mais je trouve ça très bon, voilà. Et c'est vrai que oui, le lapin, en fait, c'est un plat qui revient assez souvent par rapport à ça. Et c'était une transition que je voulais faire par rapport à une nouvelle émission que tu viens de lancer qui s'appelle Saveur, et j'aimerais que tu nous en parles. Saveur, c'était un questionnement que j'avais depuis quelques mois. Ça fait 20 ans que je fais de la radio. Je l'ai toujours co-animé des émissions, et j'aime beaucoup ça. Co-animer des émissions et le faire en direct. En fait, la radio, ça peut prendre tellement de formes différentes et c'est des fois difficile de pouvoir de pouvoir tout faire, quoi. Autant j'aime faire des fois du reportage, j'aime faire de l'interview, j'aime faire du plateau, mais là je voulais autre chose, je voulais un autre format, je voulais être tout seul aussi dessus pour mes 20 ans de radio, et puis et de pouvoir un petit peu expérimenter d'autres choses. Donc Saveur, c'est une émission, mais c'est aussi des capsules. Il y a 2 formats. Il y a capsule d'1 minute qu'on entend en rotation sur Graffiti, sur les réseaux sociaux. Le concept, il est assez simple. On a une boîte en métal et j'invite les personnes qui passent à la radio à s'asseoir dans le studio de Graffiti, de piocher un mot. Et sur ces mots, ce sont toujours des aliments. Et c'est de faire ce que tu viens de faire il y a 3 minutes. Vous piochez un mot et vous me racontez un souvenir culinaire par rapport à ce mot-là. Voilà. Parce que je trouve que les souvenirs gustatifs, c'est quelque chose de très puissant. Voilà, on a eu l'expérience à 3 minutes. Enfin voilà, il y a des plats et il y a des odeurs qui reviennent. Et je pense que toutes les personnes qui ont eu l'occasion d'aller dans des restaurants, le souvenir d'un plaisir d'un plat peut traverser des années et des décennies. Donc l'idée, c'était un petit peu de travailler sur ce fil-là dans l'émission, voilà, que les invités, que les personnes qui passent à la table de Saveur nous plongent dans leurs souvenirs. Et tu as des invités 1 fois par mois, c'est ça ? Exactement, il y a une formule plutôt format long, qui dure une 40aine de minutes, toujours diffusée sur Graffiti, 2 têtes, 2e jeudi du mois et 4e dimanche du mois, voilà. Et qu'on retrouve donc sur la plateforme de podcast de Graffiti et sur toutes les plateformes de podcast. Donc là, c'est un format long avec seulement des artisans de bouche. Enfin, c'est vraiment des gens qui travaillent, qui peuvent être des cavistes, des restaurateurs, mais aussi des producteurs, qui vont eux aussi nous plonger dans leurs souvenirs gustatifs. Parce que c'est vrai que souvent,
Et puis aussi la difficulté entre guillemets, mais c'est que je voulais pas aller sur le terrain de Tous à table. L'idée c'était aussi d'avoir plutôt une émission qui soit complémentaire et qui explore une autre partie des aliments. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on en avait beaucoup parlé ensemble. Effectivement, c'est vrai que je t'ai appelé quand j'ai eu cette idée-là assez rapidement. Je t'ai dit, attends, je veux qu'on en parle, je veux qu'on voit sur ça. Et je suis très content parce que là, il y a eu 2 émissions, la 3e est déjà enregistrée, va être diffusée prochainement. Et je trouve que justement, on n'est pas du tout sur la même approche et c'est complémentaire. Voilà. Et c'est bien d'avoir des émissions comme ça sur la radio. Exactement. Depuis 1986, la création de Graffiti, beaucoup de choses ont évolué. Quels ont été les plus grands changements, d'après toi, de notre radio ? Alors, j'étais pas là en 1986. Non, t'étais... Après, Graffiti, et on le dit, nous, en interne, c'est un labo, en fait. Ça bouge toujours. Je trouve ça chouette. C'est très agile, c'est très souple. Ça peut être un bénévole qui vient nous voir et qui nous dit... Oh, c'est ma 100e, je ferais bien un plateau en direct. Et on se dit, allez, go, on y va, quoi. Un mec dingue, quoi. Ouais, mais c'est ça, parce que donc, la radio, elle a 37 ans aujourd'hui, mais on s'autorise ça. Je trouve qu'on s'autorise encore beaucoup de liberté, et c'est chouette. Et j'espère que ça durera. Après, pour moi, la radio, elle a toujours été en mouvement, quoi. Et il n'y a pas vraiment eu d'étape sur ça. Mais comme toute association et comme toute entreprise, il y a une respiration, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça s'accélère, il y a des moments où c'est plus calme, où on restructure, et puis il y a des moments où on s'aventure, voilà. Mais pour moi, non, je trouve que on court tout le temps et c'est chouette, quoi. Et j'espère que ça va courir encore très longtemps, voilà. Alors, je pense que ça va continuer à courir très longtemps et que les projets vont se multiplier, parce que d'ailleurs, cette idée un petit peu folle de faire un plateau radio en extérieur aujourd'hui, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête et que tu voudrais renouveler à d'autres occasions pour d'autres émissions aussi. Alors, il y a eu, c'est vrai qu'on accompagne les bénévoles, parce que je suis pas tout seul, on est 3 salariés à Graffiti, hein. Il y a Sophie et Bastien avec moi, et c'est vrai qu'on accompagne les bénévoles dans leurs projets. On a également l'émission What's the Fame qui a déjà fait des plateaux, qu'on en fait 2, il me semble. On a également Futur Numérique qui a également fait 2 plateaux aussi en extérieur. L'idée, c'est de rendre un petit peu autonome aussi les bénévoles dans leurs projets et de leur dire ouais, allez-y. Je pense que ça, les bénévoles, des fois, sont un peu surpris parce qu'ils viennent à Graffiti et en fait, assez rapidement, ils se retrouvent avec les clés de la radio, le code de la radio, la console pour aller faire de la radio. Et ils se disent, waouh. Enfin, pour ceux qui font les émissions en direct, ceux qui sont le dimanche, assez rapidement, une fois qu'on les a formés, ils sont autonomes. Après, on travaille beaucoup sur ce côté-là où, en fait, vous faites partie de la radio. Enfin, la radio, c'est vous. Et on sent que cette responsabilité, ça fonctionne, quoi. Pour l'instant, et j'espère que ça continuera encore. Ouais. Donc, les plateaux, il y en a eu et il y en aura d'autres. Tu le disais, Graffiti, c'est 3 salariés. C'est combien de bénévoles ? C'est une 50aine de bénévoles. Et ça, c'est pareil. C'est un petit bonheur que j'ai, mais je suis toujours content quand il y a une nouvelle personne qui pousse la porte, qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu et qui nous dit j'ai envie de faire de la radio. Et ça, en plus, on démarche pas tant que ça, on communique pas tant que ça sur le fait qu'on recherche des bénévoles. Et tous les ans, on a des personnes qui poussent la porte, qui viennent nous voir et qui nous disent moi, j'ai envie de faire de la radio. Et je trouve ça cool parce que, faut l'avouer aussi, c'est un média qui vieillit. On a fêté les 100 ans de la radio, on a fêté les 40 ans de la FM, mais c'est une passion, je trouve, qui reste encore. Alors, on parle de la chute de l'audience parce qu'effectivement, on était à une époque où tout le monde écoutait la radio. Aujourd'hui, on reste quand même sur des audiences où c'est 70% de la population qui écoute la radio, ce qui quand même reste énorme. Voilà. Donc on parle de la baisse, mais on reste quand même sur des chiffres quand même très très élevés. Et ouais, je trouve ça toujours super chouette qu'il y ait des bénévoles qui viennent. Donc aujourd'hui, on est sur une 50aine. On avait baissé un petit peu avec le Covid. On revient sur ces chiffres-là. Ça fait assez longtemps qu'on est sur ces chiffres-là. Moi, quand je suis arrivé, on était beaucoup moins. Je suis arrivé en 2004. Il y avait une 20aine de bénévoles. Voilà. Et on est monté à plus de 65 bénévoles, mais à un moment, c'était compliqué parce qu'il faut gérer
faut gérer le studio entre les émissions de Bastien enregistrées, les formations des bénévoles, les ateliers. On fait également énormément d'ateliers à Graffiti. Donc on a régulièrement, hier on avait l'IME d'Esnay qui était à la radio toute l'après-midi. Je crois qu'hier on a fait un midi 18h dans le studio avec, on a 2 bénévoles qui étaient en formation hier, donc un avant l'atelier et un après. Voilà. Et aujourd'hui on est là à enregistrer la 100e. Et alors, avec tous ces bénévoles et toutes ces émissions, est-ce qu'il y a encore une idée d'émission que tu as dans la tête et qui n'est jamais arrivée sur la grille de Graffiti ? Ça va peut-être donner envie à quelqu'un qui nous écoute de pousser la porte et de venir. Des idées, on en a 1000. Et puis, hier matin, j'étais encore avec un autre bénévole à discuter de son projet d'émission. Et parce qu'après, c'est pas moi non plus qui crée les émissions. Hein. C'est un échange. C'est un échange. Et voilà. Donc, il y a des nouvelles émissions qui arrivent et je suis assez impatient de les entendre. Ah, c'est super, il y a plein de projets, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur Graffiti et ça va être quand même un bon essor pour la radio, un bon élan pour l'année prochaine. D'ailleurs, 2024, quelque chose à annoncer ? Une surprise ? Des nouveautés ? Plein de choses. Plein de choses. Bon, on peut un scoop. Un scoop ? Allez, donne-moi un scoop. Un nouveau site web. On travaille sur un nouveau site web, voilà. Il y aura d'autres surprises et là je peux pas les annoncer, mais je peux déjà annoncer effectivement qu'il y aura, si tu veux vraiment le scoop et tu as vraiment l'exclusivité, effectivement on va avoir un nouveau site web, voilà. L'ancien a fait ses années et aujourd'hui on a besoin d'un nouveau site web. Ouais. Super, voilà. On arrive maintenant au terme de cette émission spéciale. C'était la 100e de Tous à table. Et alors, sans vouloir nullement parodier la cérémonie des Césars, je souhaite à nouveau remercier mes 3 invités. D'abord, Cédric Gilbert de la Cave Nature qui nous a ouvert son espace pour réaliser ce plateau radio en public et c'était une grande première pour moi. J'espère que cette émission vous aura plu. Et puis il y a eu Nathan Crétenay, le chef étoilé du restaurant Les Reflets. Un remerciement tout particulier pour sa participation qui me va vraiment droit au cœur. Et enfin Lionel Bernard, le directeur de Graffiti, sans qui cette émission n'aurait jamais existé s'il n'avait pas eu l'idée de mettre un petit post sur Facebook en disant qu'il recherchait des nouveaux animateurs pour la saison 2021. Il me reste à remercier également très chaleureusement Bastien qui a assuré toute la technique et la production de l'émission. Et d'ailleurs, sa voix ne vous est certainement pas inconnue car vous le retrouvez régulièrement sur les ondes de Graffiti pour l'agenda culturel par exemple, mais aussi l'émission J'ai ouï dire, entre autres. Un grand merci au public qui est venu pour assister à cette émission. Et un merci tout spécial à vous, les toutes petites ou les très grandes oreilles qui prenez le temps de m'écouter chaque semaine vous parler de votre alimentation le jeudi et le samedi à 11h. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tous à table, la 101e. Et d'ailleurs, attendez, ça va rester entre nous là, mais qu'est-ce que vous en pensez si on rempilait ensemble pour 100 de plus ? À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.